débuter le dernier temps de la journée par cette table ronde et on souhaitait profiter de l'opportunité d'intervenants venant aussi de nos pays voisins pour proposer ce regard croisé européen sur le métier d'enseignant, sur la formation des enseignants, sur aussi le devenir, les perspectives, les prospectives qu'on peut envisager autour du métier d'enseignant. Donc trois intervenants pour cette table ronde. Moi, je serai là très modestement pour leur donner la parole et essayer d'animer ce moment-là. Sephora Boussena, donc, que vous venez d'entendre de l'Université de Namur, Luc Ria, qu'on a pu entendre ce matin, qui vient de l'Institut français d'éducation à l'ENS de Lyon, et Olivier Mans, qui est professeur à l'Université des sciences de l'éducation de Fribourg, et qui nous apportera aussi un regard du côté allemand pour ces questions d'enseignement et de formation. Pour essayer de changer un petit peu aussi de format par rapport à ce qu'on a pu entendre ce matin, on a joué le jeu de la table ronde avec 3 questions qui vont animer la fin d'après-midi. Un état des lieux sur comment est-ce qu'on peut caractériser le métier d'enseignant aujourd'hui, une projection aussi dans 10 ans, quelles attentes pour ce métier d'enseignant, et une réflexion autour des gestes professionnels. J'afficherai progressivement ces questions et on a pris le parti de donner quelques instants, quelques minutes de réponse à chacune des questions, à tour de rôle aux 3 intervenants, un petit temps de dialogue, et puis ensuite on passera à la question suivante. C'est pas complètement étanche, c'est-à-dire que plus on va avancer dans l'après-midi, plus on se nourrira des échanges qui auront précédé. Et donc on se cantonnera peut-être pas à la 3e question quand on y répondra, mais on essaiera d'ouvrir un petit peu plus les débats. Voilà, donc pour chacune des questions, je vous embêterai un petit peu en essayant d'être pas trop long non plus dans les réponses, pas trop concis, de manière à susciter quand même la réflexion et le questionnement chez les collègues, mais on va essayer d'animer ce temps sur un format, je ne vais pas dire plus dynamique, parce que les présentations l'ont été, les conférences, mais sur un format un petit peu plus sur le modèle d'une alternance de prise de parole. Voilà, alors la première question, comment caractérisez-vous le métier d'enseignant et ses enjeux aujourd'hui? Donc ce sont bien les enjeux actuels à questionner à l'aune de vos regards. On peut peut-être commencer par Olivier, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de vous entendre encore aujourd'hui. On vous donne la primauté de l'intervention. Bon, merci beaucoup. Oui, c'est comme toujours dans une table ronde, on a toujours la difficulté d'être le plus concis possible malgré tout, et malgré tout de donner un maximum d'informations. Donc, ce que je vais essayer dans un premier temps, je ne suis pas conscient à quel point vous connaissez le système éducatif allemand, et je pense que c'est important, comme pour la Belgique, de comprendre que en Allemagne, il y a l'autonomie des Länder, donc tout ce qui est dimension culturelle et éducative, c'est vraiment dans la décision des Länder. Donc nous avons 16 systèmes éducatifs différents. Déjà là, question d'attractivité du métier d'enseignant, ça dépendra déjà de l'Est et de l'Ouest, du Nord, du Sud, du fait est-ce qu'on est fonctionnaire ou pas, donc toute une série de réflexions qui dépendent vraiment des Länder. Avec comme astuce particulière que c'est en fait le seul domaine dans lequel les Länder peuvent prendre des décisions sans, au préalable, se consulter au niveau national. Donc on a un ministère national de l'éducation, mais qui n'a en fait rien à dire, parce que c'est les Länder qui prennent les décisions. Donc, puisque c'est le seul domaine où on peut prendre des décisions, vous pouvez vous imaginer que chaque land, à chaque changement de gouvernement, une des premières choses qui va se passer, c'est changer le système éducatif, ou bien la formation des enseignants. Donc c'est une des deux choses, et ça c'est probablement partout la même chose d'une certaine manière, parce que chacun peut mettre son empreinte, mais c'est très particulier chez nous, parce que justement c'est le seul domaine où les Länder peuvent vraiment prendre des décisions. Alors, ça c'est un premier volet important à avoir en tête. Le deuxième volet,
contrairement à la France où après le concours, on a son poste, comme en Belgique, quand on a fait sa formation, on a un master en éducation et malheureusement, on n'a pas encore de poste parce qu'on va postuler pour des postes libres et on aura de la chance ou non. Sur le lender, on sera alors fonctionnaire et fonctionnaire à vie ou bien employé pour un certain temps ou peut-être aussi pour un temps illimité. Mais en fait, on n'a que la permission de postuler avec ce master. On n'a pas encore de poste. Troisième volet important, en théorie, les besoins en enseignants sont en fait très clairs. On connaît le nombre de naissances, on connaît le nombre d'enseignants qui vont partir à la retraite prochainement, en théorie, en excluant ceux qui vont peut-être partir prématurément. Mais en fait, on connaît les chiffres, on sait très bien les besoins. Et c'est assez intéressant de constater qu'apparemment, aucun ministère les prend au sérieux parce que chaque fois, on est étonné au niveau ministériel qu'on manque d'enseignants. Et je me souviens très bien, alors j'ai fait une formation au continu à Dresde, j'arrive dans la gare de Dresde et je vois un grand panneau publicitaire « Lehrer werden in Baden-Württemberg ». Donc on est dans l'autre coin de l'Allemagne et le Baden-Württemberg fait de la pub pour vraiment embaucher des enseignants. Donc là, on voit vraiment à quel point il y a apparemment un manque de stratégie d'embauche qui joue un grand rôle. Ce qui veut dire, quand moi j'ai fait ma formation, on était pratiquement sûr en tant que futur enseignant que 40 à 50% des étudiants qui étudiaient avec moi n'allaient jamais entrer dans la profession d'enseignant parce qu'il y avait beaucoup trop qui étaient formés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est en diminution permanente de l'effectif d'étudiants dans les formations d'enseignement et je reviendrai plus tard par rapport à la deuxième question pour démontrer un peu dans 10 ans. Mais donc on est dans les chiffres baissent, on a vraiment un problème, comme en France aussi, de fournir suffisamment d'enseignants bien formés dans le système. Ça peut-être pour ce côté-là. Après, l'image, le prestige social d'un enseignant, la valorisation. Alors qu'est-ce que c'est un enseignant ? Je n'ai pas vraiment entendu Baden-Württemberg peut-être, mais c'est la même chose pour pratiquement tous les lenders. Qu'est-ce que c'est un enseignant aujourd'hui ? C'est quelqu'un qui enseigne une ou plusieurs disciplines à des groupes d'élèves de 30, 33 élèves. Normalement, c'est un peu ce qu'on dit le facteur de séparation des classes, et selon les lenders, entre 30 et 35. Donc ça, c'est le nombre d'élèves par classe. C'est quelqu'un qui doit s'occuper d'une éducation qui diminue dans le contexte familial. C'est quelqu'un qui est surveillant pendant les pauses. C'est quelqu'un qui est confronté à une dimension bureaucratique en hausse. C'est quelqu'un qui doit justifier de plus en plus son enseignement, ses évaluations auprès des parents et au-delà aussi auprès des avocats. Parce que ce qu'on trouve en Allemagne, c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui portent plainte contre les résultats. Et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de perspective de développement de carrière professionnelle, parce qu'il sera enseignant toute sa vie. Pendant 40 ans, peut-être on va donc monter en ancienneté, donc ça va un peu augmenter le salaire, mais on n'a pas de profession particulière de responsabilité. On devient, si on a un peu de chance et si on le veut, on devient directeur d'école, mais en fait on n'a pas vraiment de prévision de carrière possible dans l'enseignement. Donc ça, c'est l'enseignant en Allemagne. Mot-clé attractivité dont on parlait ce matin. À vous d'imaginer l'attractivité de cette profession qui a quand même changé dans les 30 ans que je vis cette profession. Ça a nettement changé dans notre pays. Peut-être ceci comme peut-être première intervention. Merci. Le temps que le micro se rallume. Mais voilà, Sephora, peut-être si on continue un peu notre tour d'Europe avant de finir avec la France et Luc, je te laisse la parole. Alors, moi, je replace, alors je ne sais pas si c'est typique de la société en Belgique francophone, mais je voulais reprendre quelques éléments. Un, c'est une société capitaliste. Enfin, c'est pas une question idéologique, c'est un système économique et politique qui finalement configure la nature des interactions, et l'humain est considéré comme une ressource, c'est un capital.
Donc c'est là-dedans qu'on va concevoir le métier d'enseignant. En Belgique, je vous disais, l'école, c'est un quasi-marché. Donc ça veut dire que les parents choisissent l'établissement pour peu qu'ils possèdent les outils. Pardon, c'est parce qu'en fait j'ai la barre. Je savais bien qu'il y avait un lièvre au milieu. Et dans ce contexte-là aussi, autre chose, je vous parlais du pacte d'excellence. Aujourd'hui, c'est un pilotage par les objectifs qui sont chiffrés et les résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements doivent établir des plans de pilotage et doivent définir des objectifs chiffrés de réussite d'élèves. Et s'ils ne les atteignent pas, eh bien, il y a une révision de leur stratégie pour y parvenir. Donc ça peut aller jusqu'à la sanction de l'établissement et, dans le pire des cas, la perte de postes possibles dans cette sanction. C'est là que tout d'un coup, vous allez trouver le système français vraiment pas mal. Et puis, en Belgique aussi, c'est un système éducatif qui est marqué par les réseaux. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc je ne vais pas trop y revenir. Et enfin, moi, je relève que les missions qui sont affectées aux enseignants sont chargées de paradoxes parce que on les invite à travailler en collaboration, à se soucier de l'équité, à mettre en place des pédagogies différenciées, mais finalement, on est dans une société qui est à l'inverse de tout ça. C'est struggle for life, on doit se battre pour y arriver et on met les gens tout le temps en compétition. Enfin, je veux dire, un académique à l'université, il doit cravacher pour se retrouver dans des publications à index élevé, enfin, etc., etc., etc. Donc, c'est pas vrai, on n'est pas dans le monde de la collaboration, de l'équité, non. Et donc, tout d'un coup, on fait porter sur les individus que sont les enseignants, la responsabilité d'une société et ce qu'elle produit. Parce que ces élèves qui échouent, c'est typiquement le produit voulu par le système. Alors, qui se dit que ce n'est pas le cas, parce que finalement, ça coûte cher. Ça, c'est ce que j'appelle un paradoxe. Du coup, si je devais caractériser, mais ne pensez pas que je suis quelqu'un de pessimiste, mais je pense qu'il faut être... voilà. L'enseignant aujourd'hui, c'est un professionnel, alors, entre guillemets, qui subit les paradoxes, qui est régulièrement mis en posture d'agent et non d'acteur, tout en lui faisant croire qu'il est un acteur. C'est toute la subtilité. Il est mis en situation de déprofessionnalisation ou de aprofessionnalisation, c'est-à-dire que finalement, on lui retire du champ d'action. Alors, je ne suis pas sûre que c'est sur le fait uniquement de se retrouver mis sur la sellette par les parents. Hein. Je pense que c'est autre chose. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de rendre compte aux parents qu'on ne fait pas que des âneries. Ça vaut le coup, mais ça dépend comment, sur quelle modalité, comment les gens sont mis face à ça. C'est quelqu'un qui subit les conditions de travail, qui subit les élèves, qui subit les décrets. Et il y a une très grande souffrance des enseignants et des cadres de l'enseignement sur lesquels on veut maintenir une zone d'ombre. Ça n'existe pas. On ne fait pas de recherche financée là-dessus. On ne parle pas de souffrance au travail, on parle du bien-être au travail. Donc, parce que souffrance au travail, c'est négatif. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, voilà, l'enseignant, en plus de tout le reste, en Belgique francophone, souvent à ces caractéristiques-là, oui, ça. Merci à vous deux, parce que en fait, alors je vais donner un peu dans le pessimisme, mais on va trouver des solutions ensemble après. Si je faisais aussi un état des lieux, alors j'en ai un peu parlé ce matin, bien sûr qu'il va y avoir un peu des récurrences, mais je suis convaincu qu'actuellement, et c'est pas qu'une histoire financière, parce qu'on voit bien que on sait les systèmes lucratifs chez vous de rémunération et ce qui se passe en France, il y a un déficit majeur, mais en même temps, concernant l'état des troupes et les questions identitaires et professionnelles, on a à peu près les mêmes questions. Je trouve que ta façon de
de mettre en avant cette culpabilisation excessive d'un système qui crée des contraintes de la surprescription, de l'évaluation, de la hiérarchie, etc. Effectivement, il y a des injonctions fortes par rapport à notre système. Donc pour moi, c'est un métier qui est en tension et qui est en profonde mutation, avec un effet Covid depuis 2 ans qui révèle encore plus fort les fissures, les fragilités qui existaient jusque-là, mais qui étaient tues dans le quotidien des classes, etc. Donc là, je pense que cette crise, cette pandémie, elle est révélatrice du mal-être des enseignants, et encore plus qu'avant, puisque la forme scolaire a été déplacée, que les collègues, pour beaucoup, se sont retrouvés encore plus seuls que d'habitude, même s'il y avait des collectifs ou des collectifs émergents et qu'il y a eu des réseaux de réassurance. Encore plus en frontal vis-à-vis des parents, qui ont été excessivement consommateurs, hyper exigeants, envoyaient des mails à tout moment, et ça a totalement perdu des enseignants qui ne trouvaient plus la barrière nécessaire par rapport à un métier qui devenait pour eux, et ils ont été, pour beaucoup, ils l'ont très mal vécu. Et puis ce décalage, l'hybridation des pratiques, l'individualisation des consignes sur une capsule vidéo, il y avait plein d'éléments pour lesquels ils n'avaient jamais été formés. Donc on est vraiment dans une situation périlleuse où les collègues, pour beaucoup, ont pris un coup, et sont prêts à quitter le navire parce qu'effectivement, ils se sentent, ils sont en proie au doute professionnel assez fort. Donc impact du numérique éducatif non maîtrisé, précarisation, volatilité, on est dans cette phase qui est quand même très pessimiste. Et si je le dis de manière un peu marquée, c'est qu'en tant que chercheur, j'observe ces éléments-là, que les inspecteurs font quasiment, si je ne me trompe pas, en tout cas, font régulièrement le même constat, que les chefs d'établissement aussi, et qu'il y a quand même une situation préoccupante sur laquelle il faut vraiment trouver des solutions, et il faut créer de la réassurance, mais plus que ça, dans un système français, alors contrairement aux Länder, où il y a peu d'autonomie, où il y a quand même une forme de centralisation encore, où la hiérarchie est quand même très très prégnante, travaillant régulièrement avec des inspecteurs au DAZEN, au recteur, etc., je vois l'impressionnante hiérarchie française qui continue quand même de générer de la pression, malgré, il ne suffit pas de déclarer une école de la confiance, on est encore en pleine défiance en France, et je trouve qu'il faut du temps pour que les choses jouent, que les choses bougent en tout cas, et qu'on arrive à ces approches, ces dynamiques collectives qu'on essaiera peut-être de développer dans la deuxième partie. Voilà, donc l'ADN a été touché du métier, il faut le recomposer, mais il y avait peut-être une vraie occasion de le faire, et je pense que si on est un peu positif par rapport à ce qui s'est joué dans ces dernières années, il y a des marges de manœuvre, il y a des nouvelles perspectives pour le métier, il y a des gens incroyablement stimulants, et donc là, il faut maintenant se retrousser les manches et faire en sorte qu'on puisse accompagner ces transformations. Ça sera l'objet de la deuxième question. Voilà, on est presque sur la transition. Je ne sais pas si Olivier ou Séphora voulaient rebondir un petit peu là-dessus, sur ces derniers propos, ou en tout cas sur les parallèles qu'on peut établir entre les constats qu'on établit dans les 3 pays. Une certaine diversité des tâches des enseignants, par exemple. Peut-être une chose à ajouter, parce qu'on en a aussi déjà parlé ce matin, et je pense qu'il faut être conscient que l'attirance pour la profession d'enseignant ou d'enseignante n'est pas seulement une question salariale, ce qui est important aussi, évidemment, il faut pouvoir vivre de sa profession d'une certaine manière, mais quand on voit la différence de salaire entre la France et l'Allemagne, ou bien même le Luxembourg, on constate que ce n'est pas l'argent uniquement qui joue un rôle. Il y a toutes les conditions cadres en sus qu'il faut avoir en vue et auxquelles il faut réfléchir pour voir si on a ce salaire-là, mais on a des conditions cadres qui ne permettent plus à vivre d'une certaine manière, personne ne voudra y aller. Et je le vois dans notre cursus binational, où je vois des étudiants qui auraient le choix, après leur formation, de décider d'aller ou bien en Allemagne ou en France. Et pendant très longtemps, le rectorat de l'académie nous a dit, ben oui, de toute façon, ils vont tous aller en Allemagne, parce qu'ils gagnent plus. Et on constate que 2 tiers restent chacun dans leur pays. Donc 2 tiers des Français restent en France, 1 tiers va vers l'Allemagne, mais 2 tiers des Allemands restent en France, 1 tiers va en Allemagne. Parce que, va en France, pardon. 2 tiers des Allemands restent en Allemagne et 1 tiers va en France. Ce qui veut dire qu'il a apparemment une attraction qui est bien au-delà de la question financière.
Et je pense que c'est ça qui est important à voir, que c'est vraiment tout un complexe. Et quand on veut modifier, quand on veut attirer pour la profession, il faut non seulement regarder ce côté-là, mais il faut regarder tous les autres côtés aussi, qui donnent un tout, qui permet à la fin de dire, oui, là, c'est vraiment attirant d'être enseignant. Et je pense que c'est très important qu'on ait ça en tête, parce que c'est toujours réduit à ce côté-là, que l'argent fait tout, mais non, c'est justement c'est une partie du jeu, mais c'est pas tout. Oui, c'est effectivement ce qu'on évoquait un tout petit peu à la pause déjeuner aussi, hein, de regarder le mode de fonctionnement d'un système éducatif, pas simplement à partir du système éducatif lui-même ou de l'intérieur, mais aussi en le replaçant dans son environnement social, culturel, et de manière un petit peu plus large. C'est là où on peut comprendre, parce qu'effectivement, les différences salariales entre les trois pays ne comblent pas toutes les différences, et on constate des caractéristiques communes sur une diversification des missions des enseignants. C'est peut-être très marqué dans le contexte allemand. On le voit aussi apparaître en France avec tout un tas d'instances qui sont mises en place dans les établissements scolaires, CVC, GPDS, etc., qui sont pris en charge par des personnels enseignants, et donc des missions qui dépassent le simple contexte de la classe, comme ça pouvait l'être il y a quelques années. Oui, si je peux me permettre, pour aller dans ton sens, il y a encore plein de collègues qui sont passionnés par leur métier. Et que c'est cette notion même qui semble être un peu désuète, de notion quand même d'attirance par un métier avec une forme de conviction forte par rapport à des valeurs, ça existe encore. Comme je pense dans le métier du soin ou dans les métiers hospitaliers, où on veut bien être en première ligne avec un sens et une utilité au quotidien. Je pense qu'il y a des collègues qui tiennent par rapport à ça. Et à titre personnel, en tant que directeur de l'IFE, je recrute des collègues qui sont premier et second degré, donc des personnels au départ enseignants, qui quittent la classe, mais avec beaucoup de bienveillance, et c'est pas du tout une fuite de la classe, et qui travaillent sur des niveaux d'exigence importants dans l'interface traduction entre la recherche et de la formation, et qui sont payés à moins de 2 000 € par année, par mois, excusez-moi. Mais c'est quand même, là aussi, il y a une vraie vocation, il y a une vraie mission, et les collègues trouvent leur place, et c'est pas le salaire qui joue, parce que ça fait longtemps qu'elles seraient allées ailleurs autrement. Donc je pense qu'en France, il y a plein de collègues, en tout cas, qui continuent, malgré ces conditions qui sont déficitaires, et heureusement qu'il y a ces éléments forts en termes de valeurs humaines, et puis de démarche par rapport au sens de la société, quoi. Alors, moi, je vais jouer finalement aujourd'hui la pessimiste du groupe. Hein. Non, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Tout à l'heure, ça sera pas le cas. Mais pour vous dire, par exemple, les étudiants qui s'inscrivent chez nous pour devenir instituteur, institutrice maternelle, statistiquement, viennent de catégories sociales différentes de ceux qui s'inscrivent dans des masters pour former au second degré. Et donc, dans ces catégories-là, c'est considéré comme une promotion. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas découragés, parce que socialement, ils accèdent à un métier noble dans leur environnement. C'est considéré vraiment comme un élément promotionnel socialement. Par contre, et ça n'a aucune valeur statistique, c'est juste un petit propos de salon. Mais moi, je peux vous dire que mes collègues à l'université ne recommandent pas à leurs enfants de devenir enseignants. Moi, je sais même que mes parents me l'ont interdit. Tu fais d'abord ton master, et puis ensuite, tu feras un stage si tu veux. Mais ça sera ce qui n'était pas possible, en fait. Mais bon, mais parce que c'est... Mais non, tu ne te rends pas compte, tu vas être écrasé. Non, c'est pas possible, c'est pas imaginable, c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, c'est pas promu. Les enfants de mes collègues, ils sont ingénieurs, ils sont médecins, ils sont avocats, mais ils sont pas instituteurs et surtout pas maternels en plus de tout. Et donc, je pense qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est pas une généralité à travers l'ensemble des couches sociales. Je veux dire, à nouveau, il y a des prismes et des gradations en fonction de quel type d'enseignant, enfin en tout cas en Belgique, et dans quel niveau et d'où viennent nos étudiants.
Merci. Si on avance un petit peu, je vais en profiter pour te laisser la parole sur la deuxième question, comme ça on change un peu l'ordre de présentation. La deuxième question est la même que la première, mais dans 10 ans. Ouais. Voilà. On va prendre notre petite boule de cristal, on va essayer de voir un peu dans l'avenir ce qu'on peut envisager comme évolution, comme perspective pour le métier d'enseignant. Alors moi, il y a vraiment, je trouve, un adage, il faudra que vous me rappeliez l'auteur, mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et ça me maintient chaque matin. Je trouve que ça donne le là pour les journées de travail. Alors, dans 10 ans, l'enseignant, ça sera un gestionnaire de paradoxes. C'est-à-dire qu'il aura conscience du système dans lequel il évolue. Il ne se positionnera pas comme une victime du système, mais comme quelqu'un qui, clairement, conscient des données et des caractéristiques de l'environnement, s'en emparera pour dégager des espèces de liberté et donc pourra se positionner clairement en acteur. Mais il lui faut des instruments pour ça. Il lui faut à la fois des instruments intellectuels, interactionnels, toute une série de ressources pour pouvoir y parvenir. Ça sera aussi un professionnel réflexif, sachant analyser l'environnement dans ses composantes sociologiques, politiques et économiques. Et pour moi, c'est vraiment... Il faut le dégager de cette culpabilité quasiment génétique à la fonction. Nous ne sommes pas... Le monde enseignant n'est pas responsable de l'état de la société. Par contre, pour faire sens à son travail chaque matin, eh bien, il faut se donner effectivement une série d'objectifs, mais il faut se sentir auteur de ces objectifs. Et je crois que c'est ça, c'est disposer d'espace où l'enseignant est un auteur. Quand je dis... c'est aussi un professionnel résistant. Alors résistant, on peut penser à la résistance des matériaux, ça peut être ça, mais ce n'était pas à cette idée-là que je faisais référence. Résistant, ça veut dire au sens subversif. C'est-à-dire qui n'admet pas le système tel qu'il est dans ses composantes et qui, justement, je pense, c'est une caricature, mais c'est cette enseignante qui fait étudier à ses élèves, c'était en France d'ailleurs, le poème de Boris Vian sur le déserteur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire on est conscient de la société dans laquelle on est, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais avec ça, on a des choses à faire et on peut créer et on peut travailler. Donc c'est un militant. Et puis aussi, c'est un enquêteur et un délibérateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se met en investigation, au moment d'investiguer. Il met en objet toute une série d'éléments, en questionnement, et il ne le fait pas seul, il le fait collectivement. Parce que là où il peut avoir de la force, c'est dans la conscience et dans la construction de collectifs. Mais collectifs, pas parce qu'on est des gens mis ensemble, mais parce qu'on identifie les enjeux communs. Et donc c'est un délibérateur parce qu'il accepte de mettre en débat les critères de qualité du travail et il va, avec ses collègues, les explorer. Voilà. J'ai tenu mes minutes. Merci. Oui, c'est bon, mais de toute façon, on aura le temps d'échanger. Olivier ? Je vais reprendre d'abord un élément par rapport à ce que j'avais énoncé dans la première partie. Nous sommes déjà maintenant dans une situation assez aggravée d'un manque d'enseignants. Pour 2030, il y a des chiffres qui existent, qui sont, si on demande à la KMK, donc à la commission permanente des ministères de l'éducation des Länder, on aura un manque de 15 000 enseignantes en toute l'Allemagne. Si on regarde plus précisément les chiffres et on analyse encore d'autres chiffres qui existent, on aura un manque entre 80 et 150 000 enseignants pour toute l'Allemagne en 2030. Donc, dans 10 ans, à mon avis, j'espère, pour avoir un côté optimiste, la politique aura appris qu'on peut prévoir les besoins futurs de manière assez concrète et qu'on peut aussi planifier la formation des enseignants. Au niveau sociétal, nous aurons réussi à remodeler le prestige de la profession et à améliorer les conditions de travail.
Au niveau des établissements scolaires, on aura réussi à valoriser davantage le travail qui est fait par chacune des enseignants, enseignantes. Au niveau des établissements universitaires, formation des enseignants, etc., nous avons réussi à développer des maquettes de formation innovantes et attirantes malgré les contraintes ministérielles qui nous sont octroyées. Et nous aurons aussi réussi à développer des maquettes qui permettront des formations transversales. Ce que je vois pour l'instant pour l'Allemagne, et c'est peut-être similaire pour d'autres pays, mais en Allemagne, je suppose que nous allons entrer dans une phase qui est très similaire à la phase des années 1960, où on a en fait embauché à grand nombre des femmes au foyer qui ont été formées pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines peut-être, à l'enseignement. Et on reviendra dans cette situation qu'on va en fait devoir embaucher des personnes qui n'ont pas été formées pour. Et on a intérêt, au niveau des institutions qui forment les enseignants, de prévoir cette situation et de développer des maquettes qui permettent, ou bien dans une formation en alternance, ou peu importe, en tout cas des maquettes qui permettent à former ces personnes qui viennent d'autres professions et qui veulent se lancer dans l'enseignement, d'avoir quelque chose qui puisse les accompagner dans cette phase de nouvelles professions. Et ça, c'est lié avec un autre élément. Imaginons, en tout cas en Allemagne, c'est comme ça, je viens de l'apprendre pour la France, c'est aussi comme ça. En Belgique, apparemment, il y a des formations continues qui sont obligatoires. Imaginons une entreprise commerciale, une entreprise quelconque, qui se paye le luxe de ne pas former continuellement son personnel, mais de dire, tu as une formation et pendant 40 ans, ça va suffire. C'est un peu ce qu'on fait avec les enseignants. On les lance dans la profession et on ne les oblige plus, on n'a pas les moyens, en fait, on ne dit pas qu'ils doivent se former régulièrement. Et en fait, c'est ce qu'on a besoin. Le monde change tellement rapidement et on a des enseignants qui doivent former les jeunes de demain, mais avec un savoir d'il y a 5, 10, 15, 20 ans. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, j'espère qu'on réussira dans nos pays de vraiment implémenter un système de formation continue qui permet de remettre à jour régulièrement les personnes qui enseignent. Et c'est une tâche qu'on aura dans nos institutions qui sont responsables pour la formation des enseignants, dans d'autres institutions peut-être aussi, mais je pense que là, pour l'instant, ce sont les faux organismes. En Allemagne, c'est souvent les maisons d'édition qui proposent les formations continues. Oui, mais ça, malheureusement, ce n'est pas ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, la formation, les recherches scientifiques, en Allemagne, ça met environ 15 ans jusqu'à ce que ça arrive dans les écoles. Parce qu'on ne réussit pas à arriver avant, parce que ça va passer par les manuels. Donc, si ce sont que les maisons d'édition qui font les formations continues, on a un problème de temps si on veut innover dans l'école. Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Bon, c'est bien, tu nous laisses quelques minutes d'improvisation et de délire. Est-ce qu'on pourra revoir la vidéo dans 10 ans ? Ouais. Tout ça, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut... C'est à la fois une question très politique, hein, parce qu'il y a un choix politique par rapport à ça. En France, l'entreprise en question, c'est quand même 1 million de personnel. 890 000 profs, quand même. Faut prendre la mesure de ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France avec 1 million d'ouvriers ou d'exécutants, etc. C'est une énorme machine. Et de vouloir changer de quelques degrés la machine, ça prend des années, voire des siècles. Et c'est un peu toute la difficulté, notre inertie, notre conservatisme en France. Je pense par contre, voilà, j'ai la chance en tant qu'expert international UNESCO d'aller dans d'autres pays. J'ai été président du prix, d'un prix très prestigieux, Hamda El Maktoum El Bekir, qui permet de voir les meilleurs dispositifs de formation à l'international. Dans les belles choses quand même qui fonctionnent, c'est à la fois de comprendre comment il peut y avoir des dynamiques collectives in situ, avec vraiment des nouveaux métiers qui apparaissent au sein de ces organisations. C'est-à-dire que pour que ça fasse effet boule de neige, que ça puisse inspirer des collègues, donc il faut qu'un établissement, à l'échelle de l'école ou du collège, il y ait vraiment une dynamique
collectifs qui se mettent en place. Je l'ai un peu signalé ce matin, que le chef d'établissement avec son équipe et également des teacher leaders, enfin, moi je crois vraiment à ça pour que des collègues à tout moment de la carrière puissent s'intéresser au numérique en éducation, au décrochage des élèves, à une spécialité pour qu'il ait une autre légitimité que celle qui est seulement disciplinaire en France. Alors, dans vos pays, vous êtes plus sur des monos, sur des polyvalences au niveau de l'enseignement. En France, non. Quand je vais en Suisse, régulièrement, les collègues ont 2 ou 3 disciplines d'enseignement. Nous, on est quand même très monocentré à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi une double compétence pour avoir aussi une thématique transversale qui puisse irriguer du pilotage, de l'accompagnement au sein de l'établissement. Pourquoi pas s'intéresser pendant des années aux enseignants débutants et les accompagner. Je pense ici qu'il va falloir absolument qu'on ait des formateurs de tout poil, de tout pédigré au sein même des établissements ou des bassins. Enfin, il faut voir à quelle échelle ça va se situer. Les inspecteurs vont aussi muter dans leur professionnalisation, me semble-t-il, pour être de plus en plus des ressources, des accompagnants de ces situations-là. Il nous faut des guides, il nous faut des pilotes d'un point de vue des disciplines enseignées, mais aussi il nous faut des guides et des pilotes au sein même de l'établissement. Le chef d'établissement doit pouvoir, ou l'équipe doit s'appuyer sur une quinzaine de personnels avec des possibilités d'échange d'un établissement à l'autre, mais pour qu'on ait vraiment un réseau, ces structures apprenantes, ces organisations apprenantes qui soient réelles, tangibles, avec à la fois la possibilité de se serrer les coudes, mais aussi de monter en compétences, puisqu'il y aura effectivement des ressources en interne, mais pas simplement des ressources en interne, il faut le voir à plusieurs échelles. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment faire en sorte que le métier en France ne soit plus cellulaire, individuel, avec cette pénibilité, cette culpabilité individuelle, vers de plus en plus des équipes qui vont pouvoir travailler ensemble et qui vont pouvoir co-intervenir. Alors là aussi, je reprends le cycle des lesson studies, co-préparer. Vous imaginez un prof de maths, peut-être que chez vous c'est régulier, mais qui arrive dans un établissement où tout le corpus des cours est préparé pour les 5 ans. Alors ça existe déjà en France, où il y a vraiment de la co-préparation régulière, où à tout moment il y a des collègues qui viennent dans la classe aussi observer ce qu'il fait, qu'il y ait des échanges de pratiques, qu'il y ait la possibilité à tout moment de circuler dans l'établissement pour sa propre formation et information. Qu'on puisse avoir vraiment des temps bienveillants d'échange pour trouver d'autres ressources avec une stimulation collective, une intelligence collective qui va jouer. Alors, ce n'est pas de la concurrence qu'il faut mettre en place, mais c'est de la stimulation collective. Et puis là, bien sûr, qu'il peut y avoir ensuite une quête de progrès au niveau des élèves qui va bien sûr, qui peut stimuler les équipes. Je pense que c'est tout ce process-là qu'il faut qu'on arrive à mettre en France, qui n'existe pas encore, mais qui démarre à peine. Donc, dans 10 ans, on aura à peine avancé. Mais je pense que ça va permettre aussi aux collègues d'avoir une autre façon d'intégrer une équipe avec beaucoup plus peut-être de réassurance par rapport à sa propre responsabilité, parce qu'il fait partie d'une équipe, d'un collectif, et je pense que c'est important. Alors, je ne suis pas utopique, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes à mettre en avant. Et puis, il faut qu'on soit sur un système un peu moins centralisé, et qu'on arrive à avoir cette plasticité organisationnelle pour qu'il y ait aussi un peu de marge de manœuvre. Avec tous les risques, bien sûr, que d'un établissement à l'autre, qu'il y ait des décalages. Mais je crois que c'est aussi important qu'un chef d'établissement puisse avoir un chantier thématique et mettre au travail pendant un temps long une équipe pour arriver à améliorer des problématiques en lien avec les caractéristiques de l'environnement. C'est pas que le numérique, c'est pas que les élèves décrocheurs, mais il y a plein de thématiques. Ça peut être le plurilinguisme, il y a plein de thématiques qui sont essentielles et qui peuvent répondre à l'écosystème. Bon, rien de très nouveau, mais je pense que c'est des perspectives intéressantes pour la formation des enseignants. Ouais, Merci, Eric. Merci à vous trois, mais je trouve intéressant dans vos 3 interventions, on peut retenir à chaque fois des éléments à différents niveaux, à différentes échelles. On a vu sur le caractère attrayant de ma quête de formation, en formation plutôt initiale pour le coup, c'est-à-dire que là c'est un enjeu qui nous concerne nous dans ces locaux tout particulièrement, de savoir comment rendre cette formation initiale. Quand on écoute les enseignants en établissement scolaire qui sont récemment sortis, personne n'est complètement indifférent à sa formation
initiale, quoi. On est plutôt soit à la décrier, soit au contraire à la voir comme un formidable tremplin et à se souvenir quelques années après encore de certaines expériences, quoi. Mais il y a peu d'entre-deux, il y a peu de positions intermédiaires, quoi. Donc il y a un premier enjeu qui est là, peut-être pour les 10 prochaines années, c'est cet enjeu sur la formation initiale, sur la formation continue aussi, et l'idée d'accompagnement des enseignants et des professionnels. Et là, ici, peut-être qu'on a aussi un enjeu à jouer sur cette question de la formation continue. Quand on avait commencé à échanger sur la conférence avec Luc sur la vidéoformation, il soulignait le caractère restrictif peut-être de regarder la vidéoformation uniquement pour la formation initiale et au contraire de penser ça de manière un petit peu plus large et ouverte comme on a pu le voir ce matin. Et le dernier élément, c'est peut-être quelque chose que je résumerai autour de la responsabilité individuelle dans une dynamique collective, quoi. C'est-à-dire permettre à chacun de s'engager pour la société, à chacun de s'engager en prenant des responsabilités, l'exemple du chef d'établissement, l'exemple de l'enseignant résistant, c'est-à-dire de voir comment chacun va assumer sa part et son rôle en étant déculpabilisé dans un environnement et dans une dynamique collective, quoi. Et puis, si tu me permets, par rapport à ton témoignage, j'aurais voulu le relayer, j'ai oublié, excusez-moi, c'est l'émotion. Cette idée de dire aussi travailler avec d'autres métiers et accepter qu'à tout moment, dans l'établissement, on va avoir d'autres cultures professionnelles, il va y avoir des métissages, il va y avoir de l'hybridation. Je pense qu'on y est déjà. En France, il y a de plus en plus d'entrée dans le métier, des débutants qui sont second métier, troisième métier, qui, après avoir travaillé dans une start-up pendant 15 ans, veulent donner un autre sens à leur travail, gagner moins d'argent. Mais voilà, je pense que là, on est déjà sur des choses comme ça. Et puis, ça va obliger quand même à mettre en place des dispositifs de formation, sucre rapide, excusez-moi pour le terme, parce qu'il va falloir aller vite, il va falloir en quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours former des collègues qui viennent d'un autre horizon, qui auront des vraies compétences, mais qui vont être incompétents dans un premier temps. Et là, ça se fait déjà, mais sur les nouvelles démarches pour pouvoir recruter des enseignants et les former en quelques instants, ce qui est un vrai problème. Nous, on a toujours vu en France qu'il fallait des années et des années. Je vois d'autres pays qui vont beaucoup plus vite, des kits d'urgence bien pensés, et je pense qu'il y a tout un travail de conception de ces kits. Bon, ça nous fait réagir en même temps quand je dis ça. Juste là-dessus, parce que je pense, d'une part, oui, c'est un kit d'urgence peut-être, mais... opération de guerre. Oui, quoi, mais dans une certaine situation, ou bien on les forme, ou on ne les forme pas, mais ils ont le boulot. Ouais. Donc, je les embauche, je ne les forme pas, donc il y a tout le risque qui est avec, ou bien je les embauche et je prévois quelque chose qui permet de les former en parallèle, et comme ça, j'y gagne en tout cas. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. C'est dans l'établissement que ça se fait, ça. Ça oblige à avoir un personnel qui va être dédié à ça, quoi. Peut-être, mais peut-être c'est aussi malgré tout la responsabilité des institutions qui forment. Parce que je pense toutes les responsabilités qu'il y a dans les établissements, si on ajoute encore des choses en sus, ça ne va pas être forcément idéal. Donc je pense qu'il faut aussi un peu voir qui a quelle responsabilité, à quel moment. Et ça, c'est souvent aussi tout à fait mis à part, parce qu'on ne pense pas réfléchir stratégie globale, mais seulement stratégie ponctuelle, en fait. Je pense quand même que la question du temps, c'est quand même une question importante. C'est-à-dire, effectivement, on te met rapidement sur les rails, puis après, on envisage une formation du développement professionnel tout le long de la vie. Et ça, je pense que ça, c'est important, parce que quand je suis maman, alors là, je veux dire, j'ai pas un regard positif sur les enseignants. Non, pas du tout. Là, je m'entends parler, je me dis, waouh, c'est fort. Hein. Et je me dis, mes enfants, ils ont vraiment joué de malchance. Ils les ont tous concentrés, c'est pas possible. Et non, c'était pareil chez moi. Mais quand je suis accompagnatrice, à ce moment-là, il se passe des choses à la fois surprenantes et extraordinaires. C'est-à-dire que accompagnatrice, c'est l'équipe que j'accompagne qui est auteur des objectifs. C'est pas moi qui les fixe pour eux. Donc,
on les négocie, mais c'est construit ensemble. Et cet aspect-là des choses fait que dans mes accompagnements, j'oublierai jamais, par exemple, un enseignant chevronné, franchement chevronné, avec tout un discours. On travaillait sur les évaluations et les grilles d'évaluation que l'équipe mobilisait. Et il dit ceci: ah oui, mais quand même, il faudrait quand même que j'ai des moments où les enfants apprennent pour qu'ils évaluent, pour que je puisse évaluer ça. Le franc était tombé. Mais il avait 14 ans de métier, ce monsieur. C'était quelqu'un d'engagé. C'était quelqu'un qui avait eu une formation. Et en plus, enfin, voilà, c'était quelqu'un de tout à fait honorable. Et pourtant, est-ce que c'est pas le b.a.-ba que d'aligner des ressources avec des objectifs pédagogiques? C'est-à-dire de vérifier que ce que je mobilise comme ressources, c'est ce qui va permettre aux élèves d'apprendre. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y a tout le discours énoncé, tout ce qu'il est bien de dire quand on est enseignant, et tout ce qu'on vit dans sa chair, et qui n'est pas nécessairement raccord. Et donc, la question du temps, il y a les kits de survie, c'est juste, mais il y a aussi, je pense, quelque chose dans le temps et dans la durée, mais aussi dans la considération qu'on peut avoir. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis accompagnatrice, je ne suis plus maman, et toutes mes émotions de maman, clairement, je les mets de côté, je les mets bien clairement dans une boîte, j'en ai conscience et ils ne viennent pas intervenir. Et si je les portais avec moi, je pense que les équipes ne me feraient pas confiance, s'insurgeraient et me remballeraient tout simplement, ou feraient un petit sourire entendu, cause toujours, tu m'intéresses. Donc voilà, enfin, je veux dire, moi je pense que la temporalité est quelque chose, c'est à inscrire dans le temps. Et puis je voulais juste, je vois que tu veux réagir, et que je garderai mon idée pour tout à l'heure. La deuxième chose, c'est, et ça va vraiment dans ce que tu proposais, c'est-à-dire de faire progressivement que les formateurs d'enseignants soient, en termes de partenaires, ce soit les enseignants eux-mêmes. Pas les profs à l'université ou les profs chez nous en haute école, mais que ce soit les profs sur le terrain qui deviennent aussi des partenaires dans la formation des enseignants. Et ce n'est pas démago de le dire ainsi, parce que quand vous avez des maîtres de stage qui accueillent leurs stagiaires en disant « tu sais, tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, tu peux l'oublier, c'est maintenant que la vraie vie commence », et pour eux, c'est vrai, parce que tous ces discours semblent complètement ésotériques pour eux, hein, franchement. Et là, je pense par contre que si on crée une relation partenariale, c'est-à-dire que ce n'est pas l'université ou la haute école qui vient de manière descendante expliquer au maître de stage comment il doit, lui, intervenir auprès du stagiaire pour qu'il soit raccord avec ce que nous lui enseignons, mais que nous soyons aussi à l'écoute des réalités de terrain et des différentes conceptions. Un enseignant générique, ça n'existe pas. Dans les enseignants, il y en a qui votent extrême droite, il y en a qui votent plein de couleurs, on va dire, je ne vais pas les passer toutes en revue, et ces enseignants n'ont pas la même conception de l'enseignement. Alors on va dire, oui, mais ce sont des gens qui sont engagés par l'éducation nationale, et donc, enfin chez nous, communautaires, et donc ils se doivent de... Mais on sait très bien qu'on va chacun interpréter ils doivent... Voilà, j'ai terminé. Tu voulais réagir, Luc? Et après, on passera oui, à non, mais c'est... On a quelques minutes encore. Tu nous pousses à dire des bêtises, donc il faut des fois qu'on rectifie un peu le tir. Sur cette question un peu spéculative et heuristique, hein, de la suite, l'histoire des kits de survie, cette capacité à professionnaliser autrement et puis à donner les codes ou les clés, j'y réfléchis en même temps que je parle, mais... bien sûr que ça casse un peu notre culture française, peut-être plus que par ailleurs, mais si on avait demain matin un nouveau métier à expériencier, vous aimeriez un minimum avoir quand même un référentiel, des compétences attendues, des actions prescrites pour essayer de délimiter un périmètre. Et puis après, bien sûr, il faut le faire dans une forme de court terme et moyen terme, il faut qu'il y ait une sorte de Donc en fait, c'est quand même... Je pense qu'on doit être plus que ça en France, capable d'identifier les priorités d'un métier, mais aussi faire en sorte de mobiliser la recherche pour aussi nous guider dans cette orientation-là,
et aussi produire des référentiels et des outils d'évaluation, et je pense à tous les travaux actuellement sur l'évaluation, non pas sur une évaluation sanction, une évaluation par rapport seulement aux résultats, mais des évaluations comme guide de l'action, pour que individuellement et collectivement, on puisse aussi réfléchir à ses propres modalités d'intervention. Donc c'est ici tout un travail pour que finalement on puisse être critique par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on enseigne, comment on agit et quelles sont les conséquences sur les élèves. Et que cette culture de l'évaluation en France, elle est encore déficitaire, pour qu'on puisse vraiment en faire des outils réflexifs construits collectivement dans une façon de réguler l'activité. Une classe inversée, ça a plein de limites, je le disais un peu ce matin. Donc toutes les modalités d'enseignement ont leurs limites. Ce n'est pas aux inspecteurs de dire que ça a une limite, c'est aux enseignants eux-mêmes de construire cette vigilance-là. Et elle se construit à plusieurs. Et on ne peut pas être seul à faire ça. Donc là, je pense qu'il y a aussi cette réflexivité à poursuivre, avec un référentiel et des outils pour pouvoir identifier les écarts au référentiel, sans être simplement dans les bonnes pratiques. Enfin, il faut... Bon, je pense qu'en termes de formation à court terme, il y a des choses à construire et qui vont pouvoir se mettre en place dans les années à venir. Alors, je rebondis sur le terme de formation, puisque c'est celui qui nous intéresse aussi un petit peu dans la troisième question qu'on a tournée autour du geste professionnel. J'ai peut-être mis les collègues belges ou allemands un peu plus en difficulté par rapport à ce terme-là qui est très utilisé chez nous et qu'on retrouve un petit peu à toutes les sauces, que ce soit dans des approches didactiques, phénoménologiques, activités ou autres dans le giron de la formation des enseignants. Mais voilà, la question est quand même celle de savoir si ce geste professionnel dont on a un petit peu parlé déjà ce matin et en début d'après-midi est une notion consensuelle, sûrement pas, ou en tout cas si on prend le terme tel quel ou avec ses définitions différentes, on aura des acceptions nombreuses. Donc si ce concept de geste professionnel est pertinent pour la formation des enseignants et comment il nous aide à penser cette formation des enseignants. Je peux poser une question? Oui. Parce que, on va renverser les rôles. Oui, c'est-à-dire, pourquoi mobiliser cette notion de geste professionnel? Est-ce que c'est en réaction par rapport à des notions telles que compétence ou d'autres, peut-être d'autres termes? Parce que en fait, c'est vrai que nous, en Belgique, la notion de geste professionnel, c'est une notion qu'on réserve à la recherche. C'est une catégorie de chercheurs, c'est pas une catégorie d'acteurs. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, mais tiens, ça me surprend, moi, cette question. Je sais pas. Ouais, ça a également surpris un petit peu Olivier. On a eu un échange entre la commande et la question. Alors, c'est pas une catégorie d'acteurs a priori, effectivement. Ça reste quand même une notion qui, avec celle de compétence, alimente de manière assez importante les discours sur la formation et qui nous permet, chercheurs ou formateurs, de parler de ce qui se fait dans la classe ou hors la classe, mais d'aborder le travail enseignant. Luc, je ne sais pas si tu veux réagir un petit peu. Je vais bien commencer. C'est pareil, hein, je ne suis pas sûr que ça soit suffisamment éclairant, mais c'est une approche praxéologique où, au-delà de ce que tu mettais en avant, hein, la partition entre l'université, où on est sur des concepts théoriques, et puis la classe, c'est une possibilité vraiment d'être sur de l'analyse de l'action, de l'analyse de l'activité. Si je vous prends le métier de cardiologue, et que vous me dites que vous ne voyez pas la pertinence de travailler sur ces gestes professionnels, j'aurais un doute, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait aussi de la formation et une formation critique par rapport au bon geste professionnel dans un métier. Ça me semble être assez essentiel. Par exemple, on a des polémiques régulières en France sur la question de la lecture, l'apprentissage de la lecture, ou des choses fondamentales comme celle-là. Quels sont les bons gestes professionnels compte tenu des recherches, des connaissances qu'on a scientifiques par rapport au fonctionnement du cerveau, par rapport également à qu'est-ce qui se joue dans la classe, d'identifier le geste qui semblerait être le plus adéquat pour un niveau d'efficacité. Donc c'est peut-être un niveau médian qui à la fois provient
de la recherche, mais peut aussi faire sens pour des enseignants qui vont pouvoir expliciter ces gestes. Et quelque part, c'est presque ça peut être un concept pragmatique dans le sens où ça émerge de l'action, ça fait sens dans l'action, et ça peut être reconnu par une communauté professionnelle. Là, je prends des travaux de Pastré, par exemple, sur la didactique professionnelle. Donc ici, un geste professionnel, pour moi, c'est très limité, parce qu'une collection de gestes ne suffit pas. Par contre, d'arriver à comprendre, pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des gestes professionnels, mais il faut savoir dans quel sens, dans quelles conditions particulières, quelle était la signification ou le sens donné par l'enseignant, et puis qu'est-ce que ça a comme effet sur l'élève. Donc pour moi, c'est l'ouverture possible à cette invisibilité dont je parlais et à cette complexité dont je parlais ce matin, où on est sur des procédures d'enseignement-apprentissage, et le geste professionnel, c'est un élément qu'on peut identifier, mais qui me semble un peu pauvre, quelque part, parce que faire une formation au geste, oui. Dans certains cas, si on est sur un métier d'exécution, sur une chaîne automatique, on peut considérer qu'il faut calibrer un geste pour le rendre de plus en plus efficace. Dans la classe, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même 200 micro-décisions à l'heure. C'est un univers complexe, mais il y a quand même des gestes fondamentaux par rapport à l'apprentissage de la lecture, par rapport à l'apprentissage d'eux, et qu'il y a peut-être des gestes qui ne sont pas suffisamment étiquetés, mais qui mériteraient d'être travaillés en formation. Je prends un geste qui n'existe pas. Par exemple, le maraudage. C'est pas du tout dans le jargon des enseignants. C'est le moment où l'enseignant a donné sa consigne collective et va se déplacer entre les groupes. Il y a des gens qui me comprennent apparemment et qui essayent de prélever des indices sur les élèves en train de travailler pour savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme synthèse ou restitution ou éventuellement réexplicitation de sa consigne. Donc j'ai dit maraudage, j'ai lancé quelque chose, mais vous avez compris des choses de vos activités en classe ou des choses que vous connaissez par ailleurs. Donc ça montre bien que le geste professionnel, il peut quand même être un dénominateur commun pour s'intéresser à quelque chose de plus large, celui de prélever des indices sur des élèves qui travaillent en groupe, sur des transactions pédagogiques, des transactions disciplinaires, des transactions, des masquages par rapport aux profs, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir prélever de ça, et est-ce que c'est possible de faire du maraudage? Est-ce qu'un enseignant peut prélever quelque chose de pertinent à ce moment-là? Donc voilà, c'est simplement pour montrer que c'est à la fois limité, mais c'est une façon de rentrer dans l'univers et la complexité invisible du travail enseignant et du travail des élèves. Merci, Luc. Ouais, ça, je sais pas si... plus que la compétence aussi, c'est-à-dire par rapport à un référent. Pardon, je vais essayer d'allumer ça, mais on va dire par rapport à un référentiel de compétences, ça en dit quand même un petit peu plus, quoi. C'est-à-dire que dans l'exemple que tu viens de prendre, on voit bien que derrière cet effort d'individualisation ou de singularisation de l'acte d'enseignement auprès des élèves, on rentre un petit peu plus dans la manière de faire et dans des usages qui sont un petit peu plus singuliers, mais qui sont partagés par un certain nombre. Le maraudage, c'est pas la seule façon de pouvoir prélever des indices, mais c'est une manière de faire à certains moments, dans certaines classes, sur certaines activités, qui va être particulièrement opérante, quoi. Donc c'est peut-être cette déclinaison aussi dans le geste professionnel qui, en comparaison de la compétence, puisque tu évoquais ça, Sephora, nous dit un petit peu plus que ce que l'on attend de l'enseignant, mais glisse aussi un petit peu plus sur le comment ou sur les effets que ça peut produire dans la classe ou en direction des élèves. Alors, ouais, je te laisse compléter, puis si vous avez... Je vais réagir de manière très innocente, hein, on est bien d'accord, je n'ai pas réfléchi dans ces termes-là à l'avance. Moi, je trouve intéressant les démarches justement d'analyse de l'activité qui permettent aux professionnels de s'intéresser à la fois, donc, je veux dire, pas qu'aux aspects invisibles, mais aussi aux aspects non vus. C'est-à-dire que je me vis de l'intérieur, mais quand je me vois vivre de l'extérieur, c'est-à-dire que mon activité devient un objet d'attention pour moi, alors il se passe des choses, parce que j'ai mis en objet. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, et c'est là que l'investigation peut se lancer.
Donc, moi, je suis ni pour... Enfin, vous aurez compris ça, je pense. Je ne suis pas favorable au référentiel, qu'il soit de compétences ou d'autres choses. Je ne suis pas pour les bonnes pratiques non plus. Je pense par contre qu'il y a le réel du travail et que dans ce réel du travail, parce que tu disais à la chaîne, justement, par exemple, Ivar Rodon, quand il crée l'instruction au sosie, eh ben, il montre que c'est pas aussi simple que ça, que même une chaîne, c'est quand même complexe. Et que, en fait, à chaque fois, les choses changent parce que l'environnement change. Et comme on agit sur l'environnement, eh bien, en agissant sur l'environnement, on le fait changer et puis ça nous fait changer. Et donc, il y a tout ceci. Et donc, mettre à disposition des instruments qui permettent aux acteurs de mettre en objet et d'analyser leur travail pour repérer effectivement des grands axes où, parce que moi j'ai eu plusieurs mémoires qui utilisaient la question des gestes professionnels, et là en fait mes étudiants me disent mais en fait j'ai des sous-catégories, j'en ai plein, là ça explose dans tous les sens, alors il faut les ramasser, et puis pour les ramasser, mais est-ce que j'arrive pas à un niveau de généralité où ça devient abstrait, ça ne parle plus, parce que tu parlais du maraudage. Hein. Il n'y avait pas celle-là dans tes catégories? Non, ils n'ont pas été à cette granularité de créativité, mais elle me plaît bien ton idée là. Et tout ceci, il faut que ça parle aux gens. Et pour que ça parle, il faut que ça fasse lien avec leur réalité. Quand tu as dit le mot, il y a plein de gens, tu as relevé, à qui ça faisait écho. Ben, il faut que cet exercice se fasse dans ce sens-là. Ça veut dire que s'il y a écho, ça veut dire que des gens ont expérimenté, ça veut dire que le terme évoque une réalité. Et ça. Et il faut mettre chaque personne à reconstruire aussi. Parce que s'emparer des mots d'autrui, si on ne les partage pas, s'il n'y a pas un temps de co-construction, ça reste, me semble-t-il... Mais ça peut être assez fécond, parce que moi je me permets, lorsqu'il y a une émergence collective et que les collègues mettent du sens à ce mot-là et que ça peut orienter potentiellement leurs actions. Et il y a plein de métaphores comme ça qui parlent aux enseignants, même si les enseignants n'ont pas conscience de ces concepts-là lorsqu'ils agissent. C'est le discours sûr qui favorise cette explicitation et qui permet de dénommer des éléments qui sont complètement impalpables, invisibles dans leurs actions. Il n'y a aucune conscientisation de cette expertise-là. Olivier, peut-être, si tu veux intervenir aussi. Oui, je veux bien. Bon, lorsque Eric m'a envoyé les questions, ma réaction était c'est quoi pour vous le geste professionnel? Parce que je me suis dit, bon, quelle est la définition à mettre à la base déjà? Et en me préparant pour aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à toute ma carrière, dès mes études, ensuite enseignant dans le secondaire, puis au niveau universitaire. Et j'ai constaté que la question du geste professionnel, en fait, on ne l'a jamais vraiment discuté, parce que c'était omniprésent. C'est quelque chose qui nous permet de travailler. Donc, à la limite, ce n'est pas une question est-ce que ça a une importance ou non, on ne veut pas passer à côté. Et donc, pour moi, c'était plutôt une question quelles sont les différentes réflexions qui vont prendre le dessus sur une réflexion par rapport à ça. Ce qui se passe en Allemagne, on fait très clairement la distinction entre didactique et méthodologique. Donc, on a la didactique qui va se poser la question du pourquoi et la méthodologie qui va se poser la question du comment. Donc le geste professionnel serait tout ce qui serait dans le domaine de la méthodologie. Et chez nous, on dit très clairement, au niveau universitaire, c'est pas notre sauce. Ça, c'est la pratique qui va permettre d'avancer là-dessus. Alors évidemment, on peut faire des recherches dessus. Alors on a le niveau universitaire, scientifique. Mais en fait, il y a une distinction très très claire qui est faite en Allemagne par rapport à ça. Et donc qui permet de dire, bon, ça peut faire partie de nos sujets ou pas. Et je constate qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, qu'en fait, il y a toujours des sujets qui prennent le dessus, qui sont des sujets qui, en fait, sont toujours des réactions par rapport à un développement politique. On est très rarement, en tant que formateur, dans la situation d'action, en prévoyant ce qui pourrait se passer. Et je pense que c'est là, en fait, un défi qu'il faudrait essayer de relever, parce que on a parlé déjà beaucoup aujourd'hui de réflexivité de l'enseignant.
on a devant nous des étudiants déjà maintenant, mais les élèves qui sont maintenant à l'école, qui viendront chez nous. C'est une génération qui a appris que je trouve tout sur Internet. Donc pourquoi apprendre quelque chose? Et donc, ce qu'on devrait faire dans la formation, c'est de prévoir comment la société va se développer dans les prochaines années pour préparer les futurs enseignants à justement ces modifications de la société, ces transformations sociétales. Et là, on a un élément important, c'est la réflexivité, c'est la capacité de l'enseignant vraiment de réfléchir et de permettre à des futurs élèves de réfléchir sur les informations médiatiques qu'ils reçoivent, parce qu'on a toutes les informations, mais en fait, on n'est plus en mesure de savoir qu'est-ce qui est des informations valides ou non valides, comment les interpréter, comment construire une opinion par rapport à ça. C'est ça qui fait pour moi la réflexivité d'un enseignant, d'être capable ensuite, dans l'éducation, de permettre aux élèves d'aller à ce point-là. Et quand on pense en Allemagne, les 16 lois sur la scolarité ont tous comme un des premiers, avant qu'on parle de discipline, un des premiers paragraphes, c'est l'école a comme fonction de former de futurs citoyens matures. Mature. Oui, matures. Mündige Staatsbürger. C'est la définition qui est mise là. Et alors après, on décrit ce qui vient venir. Mais en fait, c'est la première tâche. Et c'est quoi de bons citoyens matures? Mündige, c'est des personnes qui sont capables de réfléchir, de soutenir la démocratie, etc. Donc si on prend ça comme base dans la formation des enseignants, on devrait avoir ça aussi, et donc de les mettre à ce niveau-là. Et ce qu'on oublie complètement, c'est tout le côté intelligence artificielle. Dans la formation des enseignants, ça ne joue aucun rôle. Mais dans la société, ça joue un rôle énorme entre-temps. On oublie donc dans nos formations de prendre en considération le développement de la société et d'être acteur, et pas seulement réacteur par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça le débat en fait qui me manque. Alors je ne veux pas nier l'importance du geste professionnel, mais quand on parle de formation des enseignants, je pense qu'on a intérêt à réfléchir bien au-delà et d'essayer d'être avant les développements et de prévoir un peu ce qui se passe pour préparer les futurs enseignants à ce qui est la réalité scolaire après, dans laquelle ils vont être vraiment jetés. Je voudrais bien réagir. Je partage complètement l'idée d'être un peu dans l'anticipation et non pas dans la réaction, parce que, effectivement, savoir comment le système éducatif évolue, comment il faut recomposer son métier par rapport au fait que les élèves sont devant toutes les connaissances, mais qu'il y a tout un sens critique à effectuer avec eux pour à la fois organiser, trier, etc. Ça me semble, je partage complètement ce point de vue-là. Par contre, je trouve un peu dommage que tu dises, d'un côté, il y a les gestes professionnels et c'est la pratique, et nous, on tourne le dos, alors qu'on pourrait vraiment aider les collègues si la recherche s'intéressait particulièrement à ces gestes professionnels. Peut-être pour mettre de l'ordre, comme tu disais tout à l'heure, pour essayer de classer ou catégoriser, et prendre ça au sérieux, parce qu'il y a tout un travail, un pan qui manque. Si on est sur une partie pédagogique, et nous on dit pédagogique et didactique, mais toi tu disais méthodologique, on occulte complètement l'expertise même des enseignants dans leurs actions, mais il faut les aider à ça. Et il y a tout un travail pour rendre intelligible ce qui n'est pas intelligible pour eux-mêmes. Et je pense qu'il y a une partie de la recherche qui est nécessaire pour pouvoir accompagner ces pratiques et créer un peu de sens aussi, ou faire des ressources tangibles, etc. Tout à fait d'accord. C'est bien pour ça que j'avais dit que quand on prend cette comparaison didactique et méthodologie, on a cette séparation, mais que la recherche entre en vigueur là où justement on peut alors intégrer cette idée du geste dans la formation. Pour moi, c'est un peu cette différenciation-là, n'est-ce pas? Donc, mais en effet, je suis d'accord, il faut soutenir, et c'est uniquement à travers la recherche qu'on pourra trouver des éléments. Tu veux rajouter quelque chose, cette couronne? On pourrait passer toute la soirée. Ouais. Il y a encore dans le public des réflexions. Moi, je suis resté un peu en attente de Game of Thrones tout à l'heure. Il y a eu on n'a pas vu la suite, mais on en parlera après, peut-être. C'est ça, quoi, voilà. Après le temps des questions et puis des petits échanges que l'on peut avoir entre nous autour de la table, c'est peut-être aussi le moment d'ouvrir un petit peu plus à l'ensemble des personnes. Et s'il y a des questions, je me ferai le plaisir de vous passer le micro.
Merci Eric, je veux bien faire le début. Anémone Gagajayeh, je suis PU ici, en sciences du langage. Donc, dans mon enseignement, je m'occupe de la formation des enseignants. Alors, 2 remarques. Une pour le kit de survie. C'est vrai que ça fait peur, mais bon. Fut un temps, il y a quelques années, je faisais un kit de survie de 24 heures en allemand pour des personnes qui venaient avec un master d'autre chose qu'un master de formation et qui se trouvaient dans l'académie devoir enseigner. Je trouve que ça n'a rien de honteux et au contraire, je trouve qu'on devrait promouvoir des bonnes séries de cours supervisées par une instance, parce que je ne vois pas pourquoi un débutant, voilà, même s'il parle à peu près correctement l'allemand, et je suis pour beaucoup d'entre eux très optimiste en disant cela, pourquoi il devrait passer tout son temps à chercher sur Internet ou à chercher à développer des choses de type vraiment compétences de base, je m'appelle, développer les couleurs, etc. On pourrait tout à fait avoir une série de bons cours pour ces domaines-là. En tout cas, dans un premier temps, je trouve qu'un kit de survie ferait tout à fait sens. Et voilà. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque sur les gestes professionnels. Alors, je milite dans une association qui s'appelle Association pour le développement de l'enseignement bi et plurilingue en France, l'ADEB. Et il se trouve que nous venons de sortir un abécédaire des notions et gestes professionnels dans l'enseignement bi et plurilingue. Donc vous voyez, on s'est un petit peu occupé de la question. C'est gratuit en ligne, vous pouvez les télécharger si vous voulez. Et donc, on a passé plus de 2 années avec différents auteurs qui ont bien voulu contribuer. C'était très collaboratif comme démarche. En fait, notre problème, c'était qu'est-ce qui est spécifique à l'enseignement bilingue ou plurilingue et qu'est-ce qui relève des gestes professionnels d'enseignement, voilà. Surtout qu'on avait du premier degré, du second degré. On voulait couvrir donc l'enseignement bilingue en France, qui veut dire enseigner une discipline dans autre chose que du français. Mais le autre chose, ça pouvait être soit une langue régionale, une langue étrangère, voilà, selon les niveaux, premier degré, second degré. Donc vous voyez un peu la complexité du truc. Mais en fait, avec les auteurs qui étaient tous volontaires, c'était vraiment très très difficile de faire la part des choses. Qu'est-ce qui relève des gestes du métier et qu'est-ce qui relève de la spécificité dans l'enseignement bi et plurilingue. Donc je vous donne que 3 exemples. Il y a 28 fiches en tout. Hein. Par exemple, corriger la langue orale. Oui, normalement, tout enseignant devrait réfléchir à corriger la langue orale. Mais corriger la langue orale alors que vous êtes dans un cours où vous faites les mathématiques en allemand devant des élèves en France, c'est encore autre chose. Voilà. Donc on a essayé de formuler les fiches, elles ne sont pas très longues, 4 à 5 pages, vraiment pour que ça parte d'une situation de l'enseignement bi ou plurilingue, mais ça concerne aussi les élèves allophones. Parce que pour eux, c'est comme s'ils étaient dans un cours d'enseignement bilingue, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue de départ, donc la langue de la scolarité. Voilà. Donc, voilà notre expérience. Comment c'est difficile de faire la part des choses. Et si vous avez envie, vous allez regarder sur le site. Vous pouvez les télécharger si ça vous chante. Voilà. Ou si vous voulez réagir avant de regarder sur le site, c'est aussi possible. Non, mais merci. Je trouve très stimulant cette approche interdisciplinaire. Enfin, je suis moi-même dans un laboratoire nouveau pour moi, ICAR, qui est spécialiste de ces interactions langagières, et je trouve que de repérer dans un geste professionnel à la fois les comportements, la communication verbale et non verbale, et puis aller rentrer dans le détail de ce qui se joue là, on a besoin d'avoir ces différentes lunettes complémentaires. Et bien sûr qu'on peut imaginer de la formation qui ne soit pas excessivement compliquée, mais quand même qui mette en avant ces enjeux. Et je suis convaincu que c'est tout à fait intéressant ce que vous dites par rapport aussi au geste professionnel. Est-ce qu'il est simplement culturellement situé et très limité à un contexte d'émergence, ou au contraire, s'il a un empan beaucoup plus large, quoi. C'est des questions passionnantes au niveau de la recherche, mais aussi pour les enseignants, quoi.
Je voulais rebondir sur 2 points. Alors le premier, c'est en réponse à cette notion de kit de survie, parce que bon, c'est un témoignage dans le cadre du plan maths qui a été déployé dans l'académie il y a quelques années, donc dans la formation continue pour des enseignants expérimentés qui sont devenus RMC ou des CPC qui sont devenus RMC. On a plein d'acronymes, hein, ça marche comme ça. Ouais, référent mathématiques de circonscription, les acronymes pardon, en même temps, les ça... CPC, conseiller pédagogique. Je suis interprète. Voilà. Pardon. Et donc, effectivement, l'idée dans le déploiement de ce plan maths dans l'académie avait été au départ de fournir un kit de survie. Et c'est juste une anecdote, lorsqu'on a présenté ça au comité de pilotage, donc les autorités de l'époque ont dit kit de survie, c'est très connoté, ça ne va pas. Et donc on a appelé ça trousse de secours. Mais alors là, c'est quand on regarde, on a changé de paradigme parce que kit de survie, ça permet de ne pas se blesser, alors que trousse de secours, on l'utilise quand on est blessé. Et donc là, tout d'un coup, effectivement, on va attendre que... Et donc la question, c'est ce qui se passe un peu avec les professeurs contractuels en France. Effectivement, c'est que est-ce qu'on les forme tout de suite avant qu'ils interviennent dans la classe, ou est-ce qu'on attend qu'ils se blessent pour venir les accompagner? Et donc voilà, kit de survie ou trousse de secours, je ne sais pas ce qui est l'avenir. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'était par rapport à cette perspective dans 10 ans des enseignants que j'ai trouvé. Voilà, vous avez parlé d'utopie, mais c'est vrai que j'ai entendu, je l'ai mis en parallèle avec. Aux États-Unis, ils parlent de l'inflation des salaires. En fait, ils étudient la courbe de l'inflation et ils disent que moins il y a de chômage, plus il y a une inflation de salaire et c'est pas bon. Donc il faut toujours qu'il y ait un peu de chômage dans la société pour qu'on puisse négocier sur les salaires. Et je me suis dit que finalement, le fait que les enseignants, et vous l'avez dit, peut-être que dans 10 ans, il manquera 100 000 enseignants en Allemagne, et peut-être que c'est les enseignants qui vont pouvoir dicter leurs conditions à l'institution plutôt que le contraire, parce qu'on aura besoin de, je ne sais pas, mais il y a cette idée peut-être d'inflation dans les conditions des enseignants qui vont mettre en disant je viens dans le métier ci, et que peut-être alors l'institution va être dans l'obligation d'accepter certaines souplesses par rapport à cette idée là pour l'instant de verticalité qu'on connaît à notre époque. Moi, j'aimerais bien réagir à votre réflexion, parce qu'il y a toujours cette question de à quel moment une société rompt le contrat social. Moi, je suis née en Algérie, j'ai vécu mes 15 premières années là-bas, et puis j'ai dû partir parce que la guerre civile était devenue telle que nous risquions notre vie. Puis j'avais de la chance, parce que en fait, j'avais de la famille en France, et donc j'étais pas obligée de rester comme tous les autres là-bas. Et rien ne prédisposait la société algérienne à entrer en guerre civile. Alors vous allez me dire, mais avec quoi vous venez? Eh bien, c'est ce moment de la rupture du contrat social, c'est-à-dire peut-être que McKinsey va trouver des solutions pour former rapidement toute une série d'enseignants en mode d'urgence, mais à quel moment on va décider que finalement les enseignants n'ont pas besoin de se former et que c'est quand même le métier le plus accessible au monde? Et puis effectivement, il suffira plus que de donner des kits de survie. Je parlais du Grand-Duché du Luxembourg. Pendant 8 ans, mon université m'a envoyé dans des missions là-bas. Et j'avais pour mission de constituer le kit de survie des chargés de cours. Les chargés de cours, c'était des gens qui n'avaient pas réussi ou pas présenté le concours parce qu'ils n'étaient pas dans les conditions, et donc recevaient un tiers du salaire de ceux qui étaient... voilà. Et j'avais comme mandat, 4 journées et 4 demi-journées, et sur ça, je devais leur constituer un kit de survie, et donc je l'ai fait pendant 4 ans. Et il y avait des choses très surprenantes, c'est-à-dire que effectivement, les gens se mettent... ils enseignaient déjà, donc forcément, il y avait du lien qui pouvait se faire. Mais je ne suis pas sûre. Moi, je pense que c'est un métier... Les futurs enseignants ont le droit à avoir une formation, ont le droit d'avoir des espaces d'expérimentation, de conscience, de construction de toute une série justement de gestes professionnels qui leur permettent de ne pas être simplement des exécutants. Je pense que, je retourne sur ce que disait, c'est Carl Rogers qui disait finalement quelle est la fonction de l'enseignement, c'est d'assurer la survie d'une société. Et donc c'est d'assurer la pérennité de cette société. Et là je me dis,
moi, mon inquiétude, peut-être qu'elle est complètement de l'ordre du fantasme, c'est à quel moment, si nous ne continuons pas à promouvoir une formation longue pour nos enseignants, à quel moment on ne va pas décider que les kits de survie suffisent pour pouvoir avoir une main-d'œuvre disponible à meilleur marché et plus malléable. Je ne sais pas, Philippe soufflait le bon mot de la fin, c'est peut-être pas tout à fait la fin, si d'autres souhaitent réagir, mais je pense qu'il y a d'autres enjeux de discussion. Oui, moi je peux juste vous apporter une petite touche du côté inspection en France, où on peut avoir quelques lueurs d'optimisme par rapport à cette problématique que vous soulevez, puisque on est quand même confronté au recrutement des contractuels. Et d'ailleurs, actuellement, on a des stagiaires à temps plein qui ont une sorte de kit de survie de 10 à 20 jours de formation dans l'année. Hein, donc, on n'est pas trop loin de ces problématiques. Néanmoins, je pense que Oui, c'est vrai. Pardon à l'INSPE. Mais pas tous, parce qu'il y a dedans des contractuels qui, au contraire, là, bénéficient de 10 jours dont ils n'avaient pas le bénéfice auparavant. Donc c'est vrai que la situation est plutôt positive. Mais simplement, moi, je voudrais juste dire un mot sur l'emploi des contractuels, puisque là, les contractuels, on les embauche, et puis eux, ils n'ont rien, ou ce qu'on élabore dans chaque académie. Il n'y a pas de préconisation, je pense, ministérielle. Et on voit que ça ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on rencontre quand même des problèmes. Il y a des contractuels qui sont en position aussi de démissionner du jour au lendemain. Donc quand c'est trop pénible, ils partent. Et puis quand ils restent, on rencontre les limites du manque de formation. Donc voilà, du point de vue de la viabilité, même si on est très cynique et que c'est qu'une question de moyens, ça ne tient pas très bien quand même. Oui, je veux bien reprendre de vos propos la notion de viabilité. Je trouve que c'est intéressant parce que je ne vais pas faire dans la finesse pour finir. C'est un peu humain, mais lorsque tout va bien, les collègues, nous n'avons pas forcément, je prends ça au sens anthropologique du terme, une tendance à la formation ou la révision de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en gros, une action qui convient, on la réinterroge pas trop. Et c'est douloureux de se décoller de ses propres habitudes et d'envisager d'autres possibles. Et c'est pas tellement la tendance humaine par rapport à ça. Il y a des gens très exigeants qui n'arrêtent pas de changer, mais d'autres qui, au contraire, aiment bien être dans cette automaticité, cette forme de routine, au sens à la fois noble du terme, mais économique du terme. C'est vrai que la formation, quand les collègues sont dans un grand confort professionnel, ça n'a pas beaucoup de sens pour eux, ou c'est juste une plus-value potentielle, etc. J'ai eu beaucoup de collègues qui passaient en tant que stagiaires dans des contextes d'enseignement assez faciles et qui, finalement, modifiaient très peu leur pratique. Par contre, quand on est dans des établissements où c'est plus difficile, et c'est tout le travail de Néopass Action que j'ai pu présenter ce matin, il y avait de la transformation, il y avait une obligation de survivre. Et là, les moments de formation les plus ridicules, dérisoires, etc., dans les couloirs, entre deux murs, etc., c'était des opportunités pour eux pour pouvoir prendre des bouées de sauvetage et éventuellement s'en sortir. Donc c'est vrai que l'appétence à la formation est conditionnée par rapport à ses propres conditions de travail et sa façon d'être chahuté ou non dans son travail. Vous savez, ce syndrome de la grenouille, là c'est là que je suis un peu schématique, mais une grenouille au bain-marie meurt dans une eau qui monte progressivement, et un enseignant qui est dans des conditions qui changent de manière inexorable mais non perceptible suffisamment, va se contenter et va se retrouver dans des moments de déprime professionnelle, de sclérose professionnelle, alors que ceux qui sont dans une situation plus tendue, parfois, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut privilégier ça, mais vont trouver des moyens, vont sortir en dehors, vont s'échapper de cette eau qui chauffe, qui va brutalement changer de température. Donc ça fait partie quand même des problématiques de la formation. La formation, c'est directement... Voilà, il y a des questions de survie et de viabilité, et c'est aussi à nous d'arriver à trouver les bons curseurs par rapport à ça. Merci Luc. Décidément, l'expression kit de survie nous aura quand même un peu occupés. Tu me l'avais soufflé pour que je lance. Mais oui, Olivier. Peut-être encore un élément par rapport à tout ça. Je pense qu'on a intérêt à ne pas mettre en compétition les questions de longue formation et d'un kit
qu'on le nomme de survie ou peu importe, mais de modules, disons, de courte durée, qui ont ou bien la fonction de formation continue, parce que ça peut être ça aussi, ou bien justement pour les personnes qui viennent d'une autre profession, de les former au mieux. Parce que nous tous, en tant que formateurs, je pense que notre objectif est tout d'abord d'avoir les meilleurs enseignants pour les élèves de demain. Donc, si on veut ça, on doit essayer de voir quels sont les leviers possibles pour vraiment former tous qui sont dans le système. Alors c'est vrai, il s'agit de beaucoup de personnes, mais si je prévois par exemple que dans chaque établissement, il y ait 1, 2, 3 personnes qui aient fait des formations régulièrement, qui sont en mesure de faire des formations dans l'établissement, donc déjà on a aussi des possibilités de carrière professionnelle qui sont différentes que si je reste simplement enseignant pendant 40 ans. Donc aussi de voir un peu quelles sont les possibilités, les opportunités qu'on peut offrir aux enseignants. Ben, si tu veux, tu peux te développer dans cette direction-là, et alors après, tu auras telle responsabilité. Je pense qu'il faut voir un peu tout le paquet, et qu'on a intérêt, si on veut vraiment les meilleurs enseignants, ben, il faut trouver les moyens pour les rendre les meilleurs. Et ce n'est pas en les laissant pendant 40 ans tout seuls dans le système qu'on va réussir. On aura peut-être les meilleurs au début, mais après, même si on a une longue formation, ça ne permet pas de survivre pendant 40 ans. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à avoir toutes les facettes possibles et de voir qu'est-ce qu'on veut finalement comme société aussi après. Tout à fait, oui. Mais voilà, cette idée de ne pas renvoyer dos à dos ou de ne pas opposer les deux, ou de ne pas opposer formation continue, formation initiale, mais avoir la seconde comme le prolongement de la première dans une évolution de carrière, c'est peut-être aussi une vision optimiste des choses. Et un métier en tension, ou quand les tensions sont pas trop exacerbées, c'est source de développement. Quand les tensions deviennent un petit peu trop fortes, ça devient criant, et c'est peut-être aujourd'hui pour ça qu'on parle de kit de survie cet après-midi. C'est un effet loupe pour nous dire, attention, tiens, c'est peut-être le révélateur et le moment de se poser de bonnes questions sur la formation des enseignants. Et c'est peut-être assez paradoxal, on parle toujours de formation tout au long de sa vie, d'acquérir de nouvelles compétences, et la profession où en fait on doit former les jeunes à penser ça, on ne les forme pas. Tout au long de la vie. C'est assez paradoxal d'une certaine manière de voir ça. Pour moi, il n'y a aucun sens là-dedans. Merci. Oui, c'est fort. Par exemple, je vois en Belgique, c'est un mouvement qui se met progressivement en place. C'est-à-dire que la formation initiale est tout de suite suivie de propositions, de réseau et de formation continue, mais dans la poursuite. C'est-à-dire l'université ou la haute école ouvre des espaces où les enseignants peuvent se retrouver, les anciens étudiants qui sont devenus maintenant, qui sont enseignants novices, et puis une fois qu'ils sont passés l'étape d'enseignants novices, je vois qu'il y a des initiatives pour les maintenir dans le réseau, et qu'à leur tour, ils deviennent aussi animateurs de dispositifs d'analyse de pratique. Donc, c'est un mouvement qui, en tout cas, est en train d'émerger, me semble-t-il, chez nous. Ouais. Merci, et voilà, c'est peut-être le mot de la fin. On va doucement refermer la page de nos 2 journées, et en tout cas de celle de la première ce soir. Il me reste à vous remercier tous les 3 pour votre participation et les échanges, et puis toutes et tous aussi pour les réactions dans la salle. Merci.